Quand est arrivé le sida, c'est comme si on avait fermé la lumière. Je suis Roger Leclerc, bientôt 70 ans, retraité, mais toujours militant gay, militant sida aussi, pour la prévention, surtout pour les conditions de vie, autant des gays que des personnes vivant avec le VIH. Je suis devenu militant gay par accident, je dirais. J'ai un amant qui est décédé en 1978, je pense, du sida. Et dans des conditions, comme on vivait à l'époque, l'aile de l'hôpital était fermée, il était le seul malade, il fallait porter des masques, c'était scandaleux. Et aux funérailles, sa famille, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans, s'est réapproprié le corps. Tout à coup, il redevenait leur fils. Et nous n'avions plus de place. Alors, au funérailles, j'étais assis derrière, complètement de l'église, parce que la famille occupait tous les bancs. Et ça m'avait scandalisé. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au sida, à cette maladie, la peste gay qu'on appelait à l'époque. Je m'y suis intéressé de loin d'abord. Puis après, c'est un de mes amants de l'époque qui m'a demandé de militer pour Sésame, Comité SIDA Aide Montréal à l'époque, qui était le seul organisme où à peu près il y avait le CEPAVI et le Sésame qui s'occupaient des personnes, qui accueillaient les personnes en fin de vie. Et un jour, il y avait la table de concertation des gays et des lesbiennes à l'époque. Et Sésame voulait envoyer un représentant, mais il n'y avait personne parmi le conseil d'administration qui était intéressé. Alors moi, j'ai dit oui, OK, je vais y aller. Et je suis allé, et c'est là que j'ai rencontré Michael Hendricks et Douglas Buckley Couvrette, qui, eux, nous faisaient part de la série de meurtres qui avaient été commis sur des hommes gays, et que c'était scandaleux et qu'il fallait faire une conférence de presse. Mais personne disait, oui, moi, je veux être devant à la caméra. Et moi, de façon tout à fait innocente, j'ai dit, oui, OK, c'est correct. J'ai toujours considéré que j'étais un bon haut-parleur. Je suis bon pour transmettre des idées, pour convaincre les gens, solliciter l'embrigadement, je dirais, des gens. Alors, c'est comme ça que c'est venu au monde. Il y a eu chez ma cousine Evelyne, qui était une maison d'hébergement pour personnes vivant avec le VIH, mais itinérantes, toxicomanes, actives. Alors, ça a été la première maison d'hébergement où les gens pouvaient consommer leur drogue sur place parce qu'on savait qu'ils allaient mourir. Alors, on ne va pas commencer à essayer de les soigner. On ne va pas commencer à essayer de les convaincre qu'il faut arrêter de consommer. Ils vont mourir. On peut-tu les laisser tranquilles, les laisser en paix? C'est un peu la philosophie qu'on avait dans les maisons d'hébergement standards à l'époque, où on disait aux personnes vivant avec le VIH, tu es vivant jusqu'à la dernière seconde. Mais on va te permettre d'être maître de ta vie. Alors, c'était extraordinaire. Moi, j'ai assisté dans les maisons d'hébergement à des soupers où une personne descendait, parce que c'était toujours des étages, descendait de sa chambre pour venir manger avec nous. Il mangeait 3 fois rien, il prenait une bouchée seulement. Il remontait, puis il mourait dans la nuit. Et ça, c'était fréquent. À l'époque, il n'y avait aucun médicament. L'AZT n'était pas encore arrivé, qui a été le premier médicament qui avait des effets secondaires horribles. Alors, c'était une condamnation à mort. Quand ton médecin t'annonçait que tu avais cette maladie, tu avais ce virus, il te restait 3 mois, 4 mois, 5 mois maximum. Alors, notre rôle était beaucoup plus de les aider à mourir dignement. Alors, Sésame, c'était... il y avait tout le volet
accueil des personnes séropositives, mais il y avait beaucoup, beaucoup la prévention. Et la prévention, alors, à l'époque, c'était dans la communauté gay. On ne faisait pas de prévention at large. On faisait vraiment de la prévention dans la communauté gay parce qu'on était 80% des gens qui étaient atteints et qui mouraient. Moi, je m'occupais beaucoup de la prévention dans la communauté gay à l'intérieur de Sésame. C'est pour ça qu'on a fondé Séro-Zéro quand Sésame s'est écroulé. Et pour moi, il était très clair à l'époque qu'on ne pouvait pas faire de la prévention si on ne valorisait pas, si on ne faisait pas obtenir la dignité aux personnes gays. Qu'elles soient séropositives ou non, là, on sortait du domaine séropositivité, on sortait du VIH pour aborder carrément la question des droits des gays. Et c'est ça qui a été la révolution, je pense, qu'on a faite. Michael Hendricks, Douglas et quelques lesbiennes qui nous ont accompagnés aussi. C'est qu'on a eu un langage de revendication des droits. C'était une époque d'effervescence. Tout était possible, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun financement. Le gouvernement québécois a mis de l'argent dans la prévention sida, dans la question du sida, le jour où une femme hétérosexuelle est morte. Avant ça, là, c'était des Haïtiens qui mouraient et des gays. On s'en fout. Hein? La société s'en foutait. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de budget. Alors, on a eu à se battre pour aller chercher de l'argent. Tout était à faire. C'était une époque très stimulante. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré dans la douleur, je dirais, parce que il n'y a pas une semaine où on n'allait pas à une funéraille. À un moment donné, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'être confronté au départ de jeunes hommes de 30 ans, 20 ans, 25 ans, des beaux garçons qui mouraient à la pelle. Moi, et je ne suis pas unique dans cette situation, mais les amis que j'avais à 25-30 ans, ils sont tous morts. Je suis le seul survivant. Je suis séropositif depuis 1978. J'aurais dû mourir rapidement. Je ne suis pas mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me dis de façon ésotérique, je me dis ça doit être parce que j'ai quelque chose de plus à faire. Alors, on va le faire. Ce qui me poussait à continuer, il y avait deux choses. Il y avait d'abord la rage devant les injustices, devant les inéquités. La deuxième chose, c'était mon sentiment d'appartenance à la communauté gay. Et la liberté. Avant le sida, il y avait toute cette liberté sexuelle que j'avais perdue, hein? Et que ma communauté avait perdue. On l'avait doublement perdu, non seulement parce que le VIH était là, mais parce que la société nous rendait coupables de la transmission du VIH dans la société en général. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que de me battre, mais me battre pour des droits. On n'avait pas un esprit judéo-chrétien. On s'est très inspiré dans notre lutte du mouvement féministe, la démarche du mouvement féministe au fil des années. On l'a vécu de façon plus restreinte, plus courte, mais on a suivi la même démarche, la même revendication des droits et non pas de la charité chrétienne. Obtenir la Commission des droits, des audiences de la Commission des droits sur la question des gays et lesbiennes au Québec, ça a été une révolution. On est sorti de là avec 21 recommandations qui nous donnaient la feuille de route à suivre pour l'obtention réelle de nos droits. Avoir du financement. Michael et moi, on s'est battus pour qu'il y ait une case gay. Parce que les gays, on était en santé mentale. Tu sais, quand on a eu la Commission des droits de la personne, on a suscité, puis vraiment, moi j'ai rédigé je ne sais pas combien de mémoires, on a suscité plus de 70 mémoires de groupes gays et lesbiennes qui venaient témoigner de leur réalité. Et c'est là qu'est né les Pères gays, l'Association des Pères gays, ça n'existait pas, l'Association des policiers gays, des pompiers gays après qui ont suivi. Avant le sida, la vie gay était une vie de
de fête, toujours. Tout était une occasion de se retrouver entre nous, parce que les bars gays, à l'époque, c'était le seul endroit où je pouvais être gay à 100%, où je pouvais être moi-même. Quand est arrivé le sida, c'est comme si on avait fermé la lumière. La trithérapie, ça a été la libération des personnes séropositives. Libération dans leur espérance de vie. Pas nécessairement libération dans la réalité gay. Ça, c'est autre chose. Aux jeunes, je dirais carrément, profitez-en, parce que ça ne durera pas. Non seulement vous allez vieillir, mais les droits des gays vont sûrement être bafoués à un moment donné. Sûrement. On n'a qu'à voir les mouvements de droite qui montent partout à travers le monde. Nous, on est encore à l'abri un peu de ça, mais profitez-en. Mais essayez de vous identifier, de vous coller à votre communauté. Revenez dans le village. Le village, c'est ce lieu de rassemblement qui est en train de disparaître, malheureusement. Alors moi, je dirais aux gays, oui, amusez-vous. Profitez-en parce que ça ne durera pas, à 2 niveaux, mais revenez dans le village. Recréez ce lieu où on se retrouve entre nous. C'est toujours une question de survie. Toujours une question de survie. On est des animaux, hein? Un animal, il va défendre son territoire, exact. Et moi, je pense que c'est fondamental. Il faut qu'il défende son territoire pour assurer la survie de son espèce.